difficulté, on peut proposer des traitements. Donc c'est des traitements de la famille des anticholinergiques qui vont assécher un petit peu la bouche. Donc c'est soit des gouttes à mettre sous la langue, c'est un collier normalement qu'on met dans les yeux, mais là on va mettre sous la langue, soit un petit patch qu'on va positionner derrière l'oreille, soit éventuellement des injections dans les glandes salivaires de toxines qui vont assécher un petit peu les glandes. Voilà. Donc en tout cas, il y a des choses à faire, et encore une fois, c'est important de savoir et d'en parler parce qu'on peut améliorer les choses. Donc parallèlement à cela, parfois on peut être gêné par des difficultés à avaler certains aliments ou certaines textures, ou l'eau plate qui passerait moins bien que l'eau gazeuse. Et ça peut apparaître au cours de l'évolution de la maladie, soit parce qu'on est plus lent pour avaler, et du coup, puisqu'on est plus lent, les muscles se contractent plus lentement, et donc il y a plus de probabilité que ça passe de travers, soit parce qu'on a un tremblement, que quand on tremble beaucoup, c'est pas facile de coordonner entre le verre ou la cuillère, la bouche, le fait d'avaler, ou parce qu'au contraire, on bouge beaucoup à cause des dyskinésies, et il y a beaucoup de mouvements au niveau du cou. Donc, le problème quand on avale de travers, c'est que si ça passe dans les poumons, ça peut donner une infection. Donc c'est important à prendre en charge aussi. Et si on ne mange pas beaucoup parce qu'on a peur d'avaler de travers, on perd du poids. Et la maladie, elle fait déjà perdre un peu de poids, donc il ne faut pas perdre non plus toutes ses forces. Donc il faut pouvoir prendre en charge ces difficultés-là tôt avec un orthophoniste. Voilà, l'orthophoniste, le petit truc, quand on a des difficultés à avaler notamment, c'est mettre la tête en bas, ça permet d'ouvrir le passage vers l'estomac, et après il y a toute une série de prises en charge de rééducation et de séances de rééducation. Donc les traitements pour assécher la bouche, on en a parlé, adapter les textures des aliments, éviter par exemple la semoule ou des aliments qui seraient trop petits, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on mange des petits pois, ça passe de travers, tant pis, on fera de la purée de petits pois, puis ça passera mieux, ou on mange plus de petits pois, et certains sont peut-être contents de ne plus avoir de petits pois à manger, je ne sais pas. Et puis, bien s'assurer qu'au niveau dentaire, on n'ait pas de difficultés non plus. Les douleurs. C'est important aussi, parce que, heureusement, toutes les douleurs ne sont pas dues à la maladie. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir, quand on a des douleurs, est-ce que ça peut être lié à la maladie? Alors, les douleurs, ça peut être beaucoup de choses, mais encore une fois, tout le monde n'a pas ces douleurs-là, et ça n'apparaît pas forcément dans l'évolution de la maladie. Les paresthésies, ce sont des picotements, donc des gens qui peuvent ressentir des petits picotements dans une main, dans le bras, dans le pied. Les douleurs thoraciques, moi j'ai déjà vu des gens qui allaient voir des cardiologues et qui avaient des examens vous savez, ce qu'on appelle la coronarographie, l'examen des coronaires, parce qu'ils avaient des douleurs thoraciques, des douleurs à la poitrine très très fortes, et puis le bilan était normal, ils allaient voir le cardiologue une fois, deux fois, trois fois, et le bilan était toujours normal. Et en fait, ça appartenait à leur maladie de Parkinson, et dès qu'ils prenaient de la dopamine, la douleur disparaissait. Et c'est ça qui va être capital dans les douleurs de la maladie, ça va être d'identifier si les douleurs répondent à la dopamine. Et dans ce cadre-là, quand la douleur elle est améliorée 1 heure après la prise du traitement, dans 99% des cas, c'est une douleur qui est liée à la maladie. Et à ce moment-là, le traitement, ce n'est pas les comprimés de Doliprane, les infiltrations, etc. C'est adapter le traitement dopaminergique pour stabiliser le taux de dopamine au niveau cérébral et éviter les effets de creux. Et c'est à ce moment-là que les douleurs réapparaissent. Donc, il peut y avoir aussi des douleurs digestives, des sensations de crampes à l'estomac, ce qu'on appelle les dystonies. Les douleurs dystoniques, c'est des crispations des muscles qui sont comme des crampes, comme si vous aviez une crampe qui durait pendant 2 heures ou 3 heures, donc c'est extrêmement douloureux. Et ça s'associe parfois à une déformation, il y a le main ou le pied qui se tord. Ça c'est très douloureux et ça répond bien à la dopamine, donc il faut essayer d'ajuster le taux de dopamine. Des douleurs aux muscles, des douleurs aux articulations, aux os. Ça prédomine souvent du côté qui est le plus atteint. Et un type de douleur particulier, c'est ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos, c'est les impatiences. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Les impatiences, quand on est le soir et qu'on a besoin de gigoter les jambes ou de se lever et de marcher pour faire disparaître cette douleur. Le syndrome des jambes sans repos, on peut l'avoir sans maladie de Parkinson, mais ça peut être aussi associé à la maladie et il faut savoir l'identifier parce que ça répond à des traitements très particuliers pour le coup, qui ne sont pas forcément des traitements à base de dopamine dans tous les cas. Et surtout, il faut éliminer une carence en fer. Et si on est carencé en fer, on a plus facilement un syndrome des jambes sans repos. Donc, la douleur, c'est important d'essayer de l'analyser, Les gens qui ont une maladie de Parkinson savent très bien ou apprennent à savoir qu'il faut
analyser leurs symptômes, et plus ils vont réussir à analyser leurs symptômes et à le retransmettre au médecin, meilleure va être l'équilibration de leur maladie, parce qu'ils vont pouvoir vraiment identifier chaque symptôme et trouver le traitement adapté. Donc plus on va identifier les caractéristiques de la douleur, mieux on va réussir à la traiter. Voilà, donc ça c'est vraiment le message clé sur les douleurs, c'est identifier les fluctuations des douleurs avec les prises de dopamine. Les troubles du sommeil. Alors les apnées du sommeil, c'est très fréquent. Et les apnées du sommeil, ça peut déstabiliser complètement la maladie, ça peut faire qu'on est très somnolent dans la journée, qu'on a un sommeil qui n'est pas réparateur. Donc qu'est-ce que c'est les apnées? C'est une pause de la respiration pendant le sommeil, et à ce moment-là, le cerveau il se réveille. Sauf qu'il se réveille parfois de façon très brève et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc des fois le conjoint entend la pause respiratoire quand le conjoint n'a pas un sommeil très lourd. Parfois il y a des ronflements qui sont associés, mais parfois ça passe inaperçu. Et donc on fait des enregistrements du sommeil pour voir si oui ou non il y a des apnées. Et ces apnées, on peut les traiter. Et si on améliore le sommeil, on améliore la vigilance dans la journée, on améliore l'état physique, on améliore le moral aussi, on améliore beaucoup de choses. Donc les troubles du comportement du sommeil paradoxal, ce sont ces cauchemars agités dont je vous ai parlé. On peut les traiter, il y a des traitements pour ça aussi. Le syndrome des jambes sans peau, je vous en ai parlé, on peut le traiter. Les problèmes urinaires, ce qu'on appelle polachyurie nocturne, donc le fait d'avoir plus envie d'uriner la nuit, on peut le traiter aussi. Les réveils à cause de la recrudescence des signes moteurs, c'est-à-dire que la journée, si on prend des comprimés toutes les 3 heures, la nuit, on ne veut pas un réveil de façon systématique. Donc il y a des gens qui ont un sommeil de très bonne qualité, qui ne se réveillent pas du tout, qui n'ont pas besoin de prendre de dopamine la nuit. Et il y a des gens qui sont réveillés par leur raideur ou réveillés par leur tremblement. À ce moment-là, ils reprennent un comprimé la nuit et ça permet de se rendormir et de soulager à ce moment-là les symptômes. Parfois, on est anxieux. Quand on est anxieux, on rumine, on cogite et on fait des insomnies. Et du coup, tout ça, ça donne de la somnolence dans la journée et ce qu'on appelle des attaques de sommeil. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme les gens qui ont une narcolepsie, une maladie du sommeil, tout d'un coup, dans la journée, ils s'endorment en vous parlant, en faisant leur papier, en mangeant. En voiture, quand on est passager, ça va. Quand on conduit, c'est quand même plus dangereux. Voilà. Donc, vous voyez qu'en ayant finalement détaillé pas mal de ces symptômes déjà avant, on peut identifier quelles sont les causes d'un mauvais sommeil et pouvoir proposer un traitement. Encore une fois, il faut analyser les choses. Donc, c'est pas très agréable parce qu'il faut se centrer sur soi et réfléchir à ses symptômes et essayer de les comprendre, et on n'a pas envie, on voudrait plutôt oublier la maladie. Et en même temps, c'est en analysant ces symptômes qu'on va pouvoir le mieux les retranscrire et pouvoir ensuite adapter un traitement spécifique. Les signes psychiatriques. Alors, psychiatrique, des fois, ça fait peur comme terme, parce que le psychiatre, on pense encore à Freud, ses expériences, etc. La psychiatrie, c'est vraiment modernisé. La psychiatrie, c'est simplement la compréhension des symptômes qui ne sont pas des symptômes neurologiques, et maintenant, on sait qu'il y a des maladies psychiatriques qui sont d'origine génétique, qui sont dues à des modifications d'hormones, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur du psychiatre ou du psychologue, parce que certains symptômes sont pris en charge uniquement par les psychologues et les psychiatres, et moi je serais très mauvaise pour prendre en charge une anxiété, une dépression, des maladies psychiatriques. Donc c'est pas un gros mot, et il ne faut pas avoir peur d'aller demander un avis à un psychiatre ou un psychologue. Donc le syndrome dépressif, c'est pareil, vous en avez parlé, c'est très fréquent quand même. Et même avant les premiers signes de la maladie, parfois les gens ont d'abord une dépression et seulement 2 ans, 3 ans après, on découvre que finalement le ralentissement qu'ils ont, c'était pas uniquement dû au moral qui n'était pas bon, c'était aussi un ralentissement physique qui était associé. Donc la dépression dans la maladie de Parkinson, elle n'a pas de caractéristiques spécifiques, elle ressemble à la dépression de n'importe quelle maladie, donc le psychiatre il est capable de faire un diagnostic et surtout il est capable de mettre en place un traitement, parce que les traitements classiques de la dépression parfois peuvent fonctionner. Parfois c'est la dopamine qui va aider à sortir de la dépression, et c'est en plus des médicaments, l'association a une prise en charge psychologique pour avancer et sortir de la dépression. L'apathie, c'est le manque de motivation. Parfois, on n'est pas déprimé, mais on n'a pas envie de faire les choses. Voilà. On n'est pas triste, mais on n'a pas envie de bouger, on veut rester dans le fauteuil. Ça, c'est l'apathie. Et l'apathie, elle est due au manque de dopamine. C'est la dopamine qui fait qu'on a envie de faire les choses. Donc, l'apathie, c'est un signe assez fréquent et qui peut répondre à une adaptation des traitements dopaminergiques. Et c'est différent de la dépression, et donc c'est important de faire la différence entre les deux parce que ce n'est pas le même diagnostic. L'anxiété, ça vous comprenez ce que c'est,
On est anxieux parce qu'on a eu une annonce de diagnostic de la maladie, on est anxieux parce qu'on a des symptômes, parce qu'on a des médicaments avec peut-être des effets secondaires, mais il y a aussi l'anxiété due à la maladie elle-même, et ça c'est très fréquent, et c'est pareil, ça répond à une prise en charge par un psychologue, voire par des médicaments, et des médicaments notamment à base de sérotonine. Là, on a parlé de la dopamine qui est le médicament de la maladie de Parkinson. La sérotonine, c'est une autre molécule biochimique du cerveau et qui est en jeu notamment dans l'anxiété. L'hyperémotivité, les gens qui vont se mettre à pleurer ou à rire sans forcément de raison particulière, ça peut être gênant en famille ou socialement, on a du mal à contrôler. C'est pas très fréquent, mais ça existe dans la maladie. Voilà. Donc c'est important aussi de voir si ces symptômes psychiatriques ils fluctuent avec l'état moteur, parce qu'il y a des gens, quand ils sont en off, c'est-à-dire quand ils sont bloqués, ralentis, tremblants, ils sont très déprimés, très anxieux, très noirs, et puis tout d'un coup, ils passent en état on, voire avec un peu de dyskinésie, et là ils sont presque euphoriques, survoltés, ils pourraient faire bouger la Terre entière. Donc c'est important pareil de voir s'il y a ces fluctuations de l'état du moral, de l'anxiété, parce que ça veut dire qu'en trouvant un traitement qui est plus stable et plus continu, on va améliorer le moral. Voilà. Donc encore une fois, analyser ces symptômes, c'est important. Oui, tout à fait. La maladie bipolaire, c'est une maladie psychiatrique qui donne des fluctuations comme ça du moral, mais ce n'est pas une maladie bipolaire dans la maladie de Parkinson, tout à fait. Les signes cognitifs. Donc je vous disais, c'est pas parce qu'on a des problèmes d'attention et de concentration que c'est grave et que rien ne va plus, mais c'est important parce que ça peut intervenir dans le quotidien pour perturber son travail, perturber une discussion, parce qu'on n'arrive plus à rester concentré aussi longtemps. Donc il faut savoir que ça peut être dû à la maladie, c'est souvent majoré par les traitements, ou majoré par la somnolence par exemple. Tout est un petit peu lié. Si on dort mal, on est somnolent dans la journée. Quand on est somnolent, quand on est fatigué, on a plus de mal à rester concentré. Donc, on a l'impression d'avoir un problème de mémoire, alors qu'en fait, la mémoire, elle fonctionne très bien. C'est vraiment une difficulté de concentration et d'attention. Et donc, il ne faut pas faire des tâches qui soient très longues, c'est-à-dire qu'on a des difficultés en attention soutenue. Donc, il faut travailler, par exemple, ça c'est souvent, on a une réunion avec les médecins du travail, donc on en discutera, mais il y a souvent ce cas de discuter avec un médecin du travail, de quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, vous voulez proposer un mi-temps, et puis le médecin du travail va proposer un mi-temps sur les 3 premiers jours de la semaine. Alors il dit, non, vous n'avez pas compris, il y a une difficulté à rester concentré longtemps, donc il faut au contraire travailler par 2 heures, une pause, 2 heures, ou par des demi-journées, mais étalées sur la semaine, et l'efficacité va être bien plus grande, plutôt que de travailler les 3 premiers jours de la semaine à fond toute la journée. Là, ça ne va pas marcher. Donc c'est sur l'attention qui est prolongée, et là je commence à avoir parlé depuis un petit peu trop longtemps, donc votre attention soutenue commence à s'altérer, j'ai bientôt terminé, et puis c'est sur l'attention divisée, être capable de faire 2 choses à la fois. Donc les gens qui travaillent en open space par exemple, avec plein de monde dans la même pièce, tous les téléphones qui sonnent, tout le monde qui parle en même temps, ça c'est la catastrophe, c'est impossible. Il faut être dans un bureau calme, il faut avoir qu'un seul téléphone qui sonne à la fois, il ne faut pas avoir de musique en fond, etc. Donc c'est pas compliqué, il faut le savoir, problème de concentration et d'attention, et vous voyez qu'il y a des petits trucs tout simples qui peuvent améliorer assez facilement les choses. Il faut que, oui, après, voilà, entre la théorie et la pratique, ça peut être plus compliqué. Donc pareil, est-ce que les troubles de la concentration fluctuent? Est-ce que quand on est en off, on est plus ralenti au niveau de la concentration, et quand on est en on, on se sent mieux, et donc il faut mieux adapter les traitements pour améliorer ces fluctuations. Et l'orthophonie, ce n'est pas uniquement la prise en charge de la bouche, de la déglutition, c'est aussi tout ce qui va être réflexion, concentration, attention. Donc les orthophonistes, elles sont capables de faire une rééducation cognitive, donc rééducation des capacités de concentration et d'attention. La fatigue, alors la fatigue, elle est due à plein de causes. Vous imaginez que si on a mal dormi, ou si on a des raideurs dans la journée, ou si on a des problèmes digestifs, ou si on a une crampe, tout ça, ça donne de la fatigue. Donc c'est un symptôme qui est très fréquent et qui est multifactoriel, il vient de beaucoup de causes. Et un tout petit mot sur des signes non moteurs qui vont être des effets secondaires plus spécifiques des traitements. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Notamment un important qu'on appelle le TCI, trouble du contrôle des impulsions.
c'est surtout avec la famille des agonistes dopaminergiques, donc Rekip, Cifrol, Trivastal, Neupro. Ces médicaments-là, ils sont très intéressants, mais ils ont aussi des effets secondaires qui sont importants à connaître, qui peuvent apparaître dans l'évolution de la maladie, qui sont ces troubles du contrôle des impulsions. Donc c'est une modification comportementale qui fait qu'on a envie de faire plus, de manger plus, acheter plus, dépenser plus, avoir plus de sexualité, faire plus de cadeaux, bricoler plus, etc. C'est tout plus. Alors, si c'est juste bricoler 1 heure de plus le soir, bon, c'est pas très grave. Maintenant, si c'est aller acheter 7 tracteurs, ou aller dévaliser un magasin de lingerie, ou aller... Voilà. Donc ça peut aboutir à des dépenses qui sont importantes, qui vont du coup mettre en difficulté les finances. Ça peut aboutir à des comportements sexuels qui vont être peut-être inadaptés. Ça peut aboutir à des difficultés au niveau du grignotage avec une prise de poids qui soit importante. Voilà. Donc il faut être alerté, il faut que le conjoint soit alerté aussi sur ce risque de modification du comportement, parce que c'est vraiment lié au médicament. Donc, dès qu'on baisse le médicament, ça disparaît, voire il faut l'arrêter parfois le médicament. Voilà. Et parfois, la personne elle-même ne se rend pas forcément compte de cette modification du comportement, donc il faut savoir écouter son conjoint. Les hallucinations, ça peut être aussi un effet secondaire des traitements. Parfois l'impression d'avoir quelqu'un derrière soi, puis on se retourne et il n'y a rien, une petite impression d'ombre qui passe sur le côté, ou une petite poussière au sol, et puis on se rapproche, on a l'impression que c'est une petite araignée, puis on se rapproche encore, on voit que c'est finalement une poussière. Donc des petits phénomènes visuels assez discrets, jusqu'à des hallucinations, l'impression de voir des personnages ou des animaux dans la pièce. Et ça va être aussi en fonction des doses de traitement, en fonction de l'âge qu'on a, en fonction de la durée d'évolution de la maladie, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler au médecin, on n'est pas fou. Hein, s'il y a des petits phénomènes d'hallucination, c'est souvent juste en corrigeant les traitements qu'on peut améliorer les choses. La somnolence, on en a parlé, c'est dû à la maladie, c'est dû à plein d'autres symptômes, et c'est dû aux médicaments qui provoquent une somnolence et qui l'aggravent si elle existe déjà. Et enfin, les nausées. Et les nausées, souvent, on arrive à adapter les traitements pour donner des médicaments qui ne donnent pas de nausées. Voilà, donc la discussion avec le médecin pour peser le bénéfice et le risque de chaque choix de traitement. Voilà, donc en conclusion, vous avez compris que rechercher si les signes non moteurs fluctuent ou non avec les prises de comprimés, avec l'état moteur, c'est très important pour essayer d'adapter le traitement. Et si ça ne suffit pas, il faut s'aider d'autres classes de médicaments, des coups de sous la langue par exemple, ou d'autres personnes spécialisées, un neurologue, un cardiologue, un psychiatre. Et voilà, ça fait beaucoup de monde à consulter, mais encore une fois, c'est pour une meilleure qualité de vie, et donc ça vaut sûrement le coup. Je vous remercie de votre attention.